Ah oui, donc, avant de donner la parole à Monsieur Buchon, qui est le nouveau chef du nouveau bureau de l'appui au pilotage au SAH à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est dire l'importance que revêt aujourd'hui le SAH et le partenariat secteur public, secteur associatif pour la PJJ, qui, comme on l'a rappelé ce matin, est symbolisé par la signature de charte nationale d'engagement réciproque depuis 2015 et qu'on évalue maintenant. On a fait une première évaluation nationale cette année et on va évaluer l'année 2019 dans les prochaines semaines. Même chose au niveau des directions interrégionales. Chaque direction interrégionale a signé une charte d'engagement réciproque avec les représentants des 4 fédérations. Donc on voit que le partenariat et la complémentarité se construisent jour après jour et on s'en félicite. Donc, nous souhaitons d'ailleurs à cet égard remercier la PJJ qui nous a transmis les chiffres bruts qui vont nous permettre de pouvoir vous présenter un état des lieux budgétaire, un état des lieux d'activité de la mesure. On est remonté depuis 2005. Donc on a pris les chiffres de la PJJ 2017, 2018, 2019 et ensuite on s'est intéressé au rapport annuel de performance, au budget, je dis pas de bêtises, c'est le rapport annuel de performance et le projet annuel de performance qui renferme les chiffres officiels avec les crédits votés par les parlementaires et ce qu'on en a fait l'année d'après. Alors je tente ma chance, non? Tu peux redescendre un peu? Alors en bas, je crois que c'est... Voilà, ça y est, j'ai compris. Alors, nous n'avons pas utilisé les chiffres 2019, tout simplement parce que lorsqu'on nous les a transmis mi-janvier, ils n'étaient pas encore consolidés. Donc il y avait une forte baisse qui ne s'expliquait pas a priori par une baisse de l'activité, mais bien parce que des entrées de décembre n'étaient pas encore renseignées dans le logiciel de la PJJ. Voilà. Donc ici, vous voyez l'évolution depuis 2005. Secteur associatif et secteur public confondus. On s'aperçoit que les prescriptions ont augmenté massivement jusqu'en 2009-2010, de l'ordre de 44% par rapport à 2005, avant de baisser de manière continue jusqu'en 2014. Depuis, le nombre de réparations pénales semble se fixer au national aux alentours de 26 000, 27 000 mesures. Ce matin, je crois que c'est M. Laurent Gébler qui parlait de plafond de verre. Donc effectivement, ça serait ces 27 000 mesures et on espère qu'en communiquant davantage, en redynamisant la mesure, on pourra effectivement aller plus loin parce que cette mesure, nous le pensons, n'est pas suffisamment mise en avant. Le nombre de prescriptions a été en baisse de 1% en 2018 par rapport à 2017 et de 2% par rapport à 2016. Mais nous sommes encore bien loin des 27 800 mesures de 2010. Donc c'est une baisse de 5% en 8 ans. Preuve qu'on a vraiment un travail de communication à mettre en œuvre pour valoriser cette mesure. Alors cette apparente stabilité autour de 26 000, 27 000 mesures, au bout du compte, cache des variations immenses d'une interrégion à une autre et au niveau des interrégions d'un prescripteur à l'autre. Je l'ai perdu. Donc vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien là à droite, alors c'est tout petit. C'est la variation annuelle pour la France. Donc on est à moins 1% au national, moins 2% pour le siège et 0% pour le parquet. Donc effectivement une relative stabilité. En revanche, si vous regardez ce qui se passe dans les interrégions, c'est la valse des variations. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors, si vous voulez, là c'est Centre-Est. Donc on a plus 6% en variation totale, on a plus 16% pour le parquet et moins 6% pour le siège. En grand centre, on a plus 6% en total, plus 21% pour le siège, mais alors du coup on voit parce qu'il y a le Grand Nord, je ne sais pas si on peut voir le chiffre dessous, à moins que j'ai noté, en grand centre. Bon, on doit être à moins 3, à moins 2. Bon, on vous l'enverra. Les plus significatives, on peut parler du Grand Nord avec moins 14%, tandis que la région Sud voit ses prescriptions augmenter de 7%. Bravo. Non mais ça change tous les ans, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça change tous les ans. En Grand Ouest, le siège voit ses prescriptions augmenter de 18%, là où le parquet ordonne 6% de réparations pénales en moins.
C'est le contraire en gros sens, donc je vous donne les chiffres, je les ai sous les yeux, où c'est les prescriptions du siège qui baissent de 6%, alors que les mesures alternatives augmentent de 16%. Donc ces fortes variations d'une région à l'autre et d'un prescripteur à l'autre sont lisibles également à l'échelle des territoires. Il ne faut pas se leurrer, je ne vous ai pas mis les chiffres, mais on aurait sensiblement le même schéma. Et impacte de plein fouet les services du secteur associatif, surtout ceux qui travaillent avec un seul prescripteur. Fragilisant les associations au niveau de leur trésorerie, mais aussi au niveau de leur personnel et de la façon dont vous travaillez au jour le jour. Ça a vraiment un impact quotidien sur votre travail. Le secteur public, lui, est en capacité de rééquilibrer leur activité grâce à la prescription d'autres mesures. Nous, on reste coincés avec un seul type de mesure, alors qu'il pourrait être utile d'utiliser notre savoir-faire sur, justement, on en parlait ce matin, la construction et l'animation d'ateliers. On pense aussi à la constitution également de réseaux partenariaux de qualité. Et donc d'investir d'autres types de mesures comme les stages de citoyenneté, les stages de formation civique, qui aujourd'hui, quand on nous les propose au niveau du parquet, on n'a pas de financement. Et pour le coup, ce serait vraiment une façon de créer une complémentarité de nos valeurs ajoutées, qui ne soit pas sur une simple complémentarité RH, mais bien une complémentarité de ce que c'est faire bien le secteur associatif et ce que c'est bien faire le secteur public. Donc c'est vraiment un appel à ce niveau-là. Dans nos échanges avec vous, vous nous faites remonter également des causes conjoncturelles à ces variations d'activité. Donc outre les mutations des magistrats qui fragilisent aussi les prescriptions, mais ça c'est pareil, c'est votre quotidien. Vous indiquez concernant la baisse notamment de mesures émanant du parquet, deux choses essentiellement. Un parquet embolisé dans certaines juridictions par la problématique des mineurs non accompagnés et qui par conséquent font davantage de rappels à la loi sur d'autres types d'infractions qu'ils considèrent comme peu préoccupantes. Et puis on a également des parquetiers qui désirent une réponse plus contraignante. Ils trouvent que la réparation pénale est trop éducative, pas assez rétributive, et donc vont aller plus vers la composition pénale. Voilà, voici quelques exemples de ce que vous nous rapportez. Peut-être qu'en fin de présentation, vous nous direz, vous, comment vous vivez ces variations et comment vous les expliquez, surtout au niveau conjoncturel, sur vos territoires. Alors, ce graphique fait apparaître l'évolution de l'activité de la réparation pénale depuis 2005. Alors, cette fois-ci par secteur. En bleu, le secteur public. Et en rose, le secteur associatif. On voit nettement deux points de bascule pour le secteur associatif habilité. Le premier en 2008, vous voyez. Hop, on était à 10 082 mesures et hop, on a redescendu jusqu'à 7 796. Et le second, eh bien, c'est en 2016, où pour la première fois, on passe sur la barre des 7 000 mesures. Alors même que les mesures augmentent dans le secteur public. En 2008, nous faisons l'hypothèse que le tournant au tout pénal de la PJJ et les transferts des mesures civiles vers les départements, hors investigation, ont forcément permis aux éducateurs de milieu ouvert d'absorber davantage de réparation pénale. On peut dire la même chose, même hypothèse en 2016 ou 2017, où les plans d'action contre la radicalisation et le terrorisme ont permis le recrutement de 185 éducateurs entre 2016 et début 2017. Donc on voit bien, c'est là. Nous sommes alors bien dans une complémentarité purement RH qui vient impacter le SAH, qui devient une variable d'ajustement. Ou qui reste une variable d'ajustement. Tout à fait. Ici, vous voyez également la complémentarité. Près d'une réparation sur deux était confiée aux associations en 2005, contre 1 sur 4 en 2018. Vous voyez, là, c'était en 2005, 46% de réparations pénales réalisées par le secteur associatif. Et on voit bien le bleu qui descend, qui descend, qui descend. En 2018, il y a 26% des réparations pénales qui sont confiées au secteur associatif habilité. L'activité du secteur public a augmenté de 90% depuis 2005, là où celle du SAH a baissé de 23% depuis 2005 et de 32% par rapport à 2008. Dans ce graphique, nous mettons en exergue la répartition des mesures en pareil entre secteur public et secteur associatif, mais cette fois-ci par département. En gris, le non-département où le secteur associatif est absent. C'est-à-dire que 100% des réparations pénales sont réalisées par le secteur public dans 60 départements en 2009. En 2018, on s'aperçoit que le SAH a disparu de 7 départements en 11 ans. De la même façon, là je suis en fuchsia, c'est le nombre de départements qui en 2009 réalisaient entre 70 et 99% de l'activité de réparation pénale.
on s'aperçoit qu'en 2018, il n'y a plus que 5 gros secteurs services de réparation pénale en France en réalité. Donc ça pose quand même de grosses questions. Hein. Il va vraiment falloir que nous puissions enrayer cette baisse, non pour avoir plus de postes ou pour opposer une vision RH à une autre vision RH, mais parce qu'on pense chez CJ effectivement qu'il y a une véritable valeur ajoutée du secteur associabilité. On l'a vu ce matin sur notre vision sur le travail sur la prise en considération de la victime, sur la parentalité, ce qu'on porte au niveau de la repère. On a des idées, on met des choses en place qui sont très intéressantes et je pense qu'on a besoin de nous pour travailler à une meilleure prise en charge des jeunes. Et pour ça, il nous faut davantage de moyens et des équipes plus conséquentes que celles qu'on peut voir aujourd'hui. D'autant que ce n'est pas vraiment un problème budgétaire parce que je tiens à rappeler que la réparation pénale, c'est 3% du budget dédié au secteur associabilité en France, 3%. Si on regarde le budget global, cette fois-ci au secteur public compris, on représente 0,75% du budget. Ce n'est pas un enjeu budgétaire. Donc il y a vraiment des choses à porter. Donc cette baisse de complémentarité a un effet direct sur le nombre de TP. Alors, bon, là c'est un peu une triche parce que je ne donne pas le nombre de TP qu'il y a aujourd'hui en France, j'en sais rien. Ce qu'on a pris, on a regardé le nombre d'entrées en 2018 et en fonction de ça, comme on sait par rapport au référentiel PJJ qu'un ETP égale 90 mesures, bon, on a divisé par 90, hein, ce qui nous donne à peu près combien il y aurait de TP par entrée, par service, par département. Alors, 60% des services de réparation pénale ont moins de 2 ETP. Il y a 2 ans, c'était 53% qui étaient sous les 2 ETP. Donc il y a une augmentation des petits services. Ce sont des signes qui sont quand même plutôt inquiétants. Et il y a un peu plus d'un quart compte moins d'un ETP. Donc ça pose des problèmes d'organisation, de professionnalisation, d'échange de pratiques, d'encadrement également, hein, puisque le temps de cadre est fonction du nombre de TP éducatifs pour la réparation pénale. Donc, chez CJ, on insiste sur l'importance d'avoir des établissements qui ont au moins 2-3 ETP afin d'asseoir une culture, monter des projets, créer des partenariats de qualité. Hein, et rester dans des approches créatives avec les jeunes et leurs parents. Hein. C'est ce qu'on a aussi pressenti et ressenti ce matin, je pense, très fortement. C'est une mesure qui nécessite, selon la fédération, des équipes spécialisées pour pouvoir être réalisée de manière la plus efficiente possible. Donc, ce qui nous sauve, je pense, c'est que, on en parlait encore ce midi, la réparation pénale, hormis où il y a des difficultés de recrutement, je pense, sur les territoires, certains territoires en Île-de-France, pour des problématiques, je pense, purement financières. Hein. Sur les autres départements et territoires, il y a un turnover qui est assez faible en réparation pénale. Donc, on a des équipes, même avec 1 ou 2 ETP, qui sont expérimentées sur cette mesure. Donc, on arrive à sauver les meubles à ce niveau-là. De même, la fédération vous accompagne dans l'organisation de groupes d'échange de pratiques animés par les éducateurs eux-mêmes. Il en existe 2 aujourd'hui, un en Île-de-France, mais qui regroupe aussi les services parfois du Grand Ouest, du Grand Centre, du Grand Est qui nous rejoignent sur Paris, et un autre qui existe également en Nouvelle-Aquitaine, et qui a la particularité de rassembler et des éducateurs du secteur public et du secteur associativité. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir ce regard croisé entre nos pratiques professionnelles. On travaille sur le DIPC sur Bordeaux. Et voilà, c'est vraiment des échanges fructueux. Ça permet notamment aux petites équipes de ne pas rester isolées, de pouvoir échanger sur les pratiques en cours dans d'autres territoires. Donc moi, je vous invite soit à nous rejoindre dans les groupes qui existent déjà, soit sur des territoires où il y a quand même pas mal d'établissements SAH, de vous regrouper et puis de nous appeler. On peut vous aider à monter ce type de groupe d'échange de pratiques avec le secteur public. Si vous le souhaitez, ça peut être intéressant aussi à déployer sur d'autres territoires. Alors, sur ce slide, nous voyons que rien n'est définitif, en réalité. Puisque les parlementaires nous octroient et votent des moyens que nous n'utilisons pas, figurez-vous. Vous pouvez voir en rose clair, c'est l'activité réalisée en milliers d'actes. Ça, ce sont les chiffres officiels qui sont sur le site de la performance du gouvernement. Donc, en rose clair, l'activité réalisée en milliers d'actes. En rose fuchsia, nous avons l'activité qui a été budgétisée par les parlementaires. Donc vous voyez, la cassure au bout du compte, jusqu'en 2007, on réalisait plus d'actes que ce qui nous était octroyé.
En 2008, on nous octroie davantage de moyens, mais on les utilise beaucoup moins. Et on retrouve la cassure de 2 minutes, vous vous souvenez, 2008-2016. Et petit à petit, forcément, les parlementaires, si vous n'utilisez pas vos actes, ils ne vont pas vous les rendre. Donc forcément, hop, le nombre d'activités budgétées descend. Voilà. Et on se retrouve en 2018 en 2015, on avait stoppé l'hémorragie, entre guillemets, en s'établissant à 7 850 mesures confiées au SAH, en tout cas en ce qui était budgétisé par les parlementaires. 2019, il y avait une chute assez conséquente, puisqu'on était à 7 250 actes, simplement. Et c'est remonté cette année à 7 420 actes budgétisés par les parlementaires. Voilà. Bon, ce qui est à noter, c'est qu'on est toujours en deçà de ce qui nous est proposé. Donc je vous invite aussi, quand vous avez des problématiques où on vous refuse d'activité, de rappeler ces chiffres quand même. Au niveau national, on n'est pas dans les actes qui nous sont octroyés. Alors, nous nous sommes intéressés au prescripteur de la mesure, ce qui permet d'indiquer à nouveau que la réparation pénale n'est pas qu'une mesure alternative aux poursuites, loin s'en faut. Là, on s'aperçoit au niveau national, alors même si effectivement on s'aperçoit que de plus en plus, c'est une mesure qui est davantage prescrite par le parquet, puisque en 2005, 54% des mesures de réparation pénale étaient prescrites par le parquet. En 2018, c'est 59%. Mine de rien, il reste 41% de mesures prescrites par le siège en 2018. C'est plus de 10 000 mesures par an. Donc nous, on vous invite à présenter aussi votre travail au siège pour pouvoir avoir plusieurs types de prescripteurs. Je vous laisse... Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que dans le secteur associatif, 82% des mesures qui nous sont confiées sont des mesures parquet. Et 18% sont des mesures sièges. Alors, si on fait le lien avec le code de justice pénale des mineurs qui nous a été présenté ce matin, généralement, ces 18%, c'est ce que rappelait Laurent Gebler, c'était des mesures qui étaient des mesures sèches. C'est-à-dire des mesures pour lesquelles on pensait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un suivi éducatif au long cours de la PJJ. Demain, il y aura forcément un suivi au long cours de la PJJ. Donc forcément, ces mesures ne vont pas nous revenir. D'une part parce que ça n'a pas de sens. Il n'est pas nécessaire d'avoir 2 éducateurs pour un gamin qui a besoin que d'un seul éducateur, donc la question ne se pose même pas, je pense. En revanche, là où ça peut être intéressant, c'est de se dire effectivement, la réparation pénale n'est pas qu'une mesure pour les primo-délinquants. Elle peut aussi être intéressante pour des gamins avec des problématiques plus complexes. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, créer une vraie complémentarité de nos valeurs ajoutées avec un suivi au long cours par la PJJ et un suivi associatif sur un temps plus réduit, centré sur l'acte. Là, on aurait une valeur ajoutée, et les uns et les autres. Et là, pour le coup, il y aura un changement de paradigme à opérer, et aussi un changement dans vos pratiques, pour ceux qui ne travaillent qu'avec le parquet. Je vous laisse... Et au niveau du secteur public, on s'aperçoit, parce que parfois on pense que, surtout dans le secteur associatif, que le secteur public ne fait pas de mesures parquet. Ce n'est pas vrai. Alors d'une part parce que, vous allez me dire, c'est normal, ils sont présents dans 67 départements alors que nous n'y sommes pas, donc forcément dans les mesures parquet. Mais du coup, on vous a fait un slide qui s'intéresse au département dans lequel le SAH et le secteur public est présent. Et au bout du compte, on s'aperçoit ici que même dans les départements où le secteur associatif est présent, le secteur public réalise encore 40% des mesures parquet. Donc il n'y a pas de spécialisation au niveau de la PJJ sur les sièges et sur les mesures parquet. Alors là, c'est aussi intéressant, ça a une relation directe avec le Code de justice pénale des mineurs. Vous savez que demain, les enfants de moins de 13 ans seront présumés ne pas être capables de discernement, selon l'article L11-1 du Code de justice pénale des mineurs. À ce titre, ils ne sont pas pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables, sauf à prouver leur capacité de discernement. Alors, quel impact ces articles de loi vont-ils avoir sur les jeunes suivis par la PJJ et les associations, notamment au sein de la réparation pénale? Combien de jeunes sont-ils concernés par cette réforme? Quelle réponse judiciaire sera demain apportée à ces jeunes? Bon, encore une fois, on tient à remercier la PJJ pour nous avoir transmis tous ces chiffres.
Pour calculer le nombre de jeunes concernés par l'absence de main de réponse pénale, nous avons isolé les jeunes de moins de 13 ans, ayant une réparation pénale en 2018, mais nous avons également isolé les jeunes de moins de 14 ans, ayant une réparation pénale en 2018. Tout simplement parce que les statistiques à disposition de la PJ ne permettent pas de recenser l'âge des jeunes à la date des faits, mais seulement au plus près de l'infraction, à la date de décision. Alors c'est bien la date des faits qui caractérise le seuil de présomption de discernement. C'est pour ça qu'on a pris également les jeunes de 14 ans. Parce qu'on se doute bien que ceux qui ont entre 13 et 14 ans, ils ont pu commettre leur délit à 12 ans et demi ou à 12 ans 3/4. Ainsi, en 2018, nous pouvons affirmer que 850 jeunes de moins de 13 ans au moment des faits ont été concernés par une mesure de réparation pénale, dont 351 dans le secteur associatif et 505 dans le secteur public. Ce chiffre est donc un minimum. Et au maximum, ce sont 2390 jeunes, potentiellement de moins de 13 ans, à la date des faits, qui ont été concernés par une mesure de réparation pénale en 2018. 1040 dans le secteur public et 511 dans le secteur associatif. Si on regarde cette fois-ci le nombre de jeunes concernés par une réponse judiciaire pénale financée par la PJJ, peu importe la mesure ou la peine judiciaire concernée, alors nous pouvons affirmer qu'entre 1216 jeunes fourchette basse et 3077 jeunes fourchette haute sortent du suivi assuré par le secteur public et le secteur associatif habilité dès le 20 octobre prochain, date de entrée en vigueur de l'ordonnance. Donc ça pose des questions en termes d'accompagnement éducatif de ces jeunes en premier lieu, malgré tout, parce qu'on n'a pas répondu à cette question. Et dans un second temps, se pose également la question de la chute d'activité, et notamment au sein de vos services. A contrario, nous savons, on l'a rappelé ce matin, que la hausse des investigations pénales, que ce soit la MJ, qui va être automatique dès que le juge d'instruction est saisi, et également la hausse des recueils de renseignements socio-éducatifs, les RSE qui sont mis en œuvre par le secteur public, va mobiliser davantage le secteur public qui va avoir besoin de transférer des mesures au secteur associatif. Alors cependant, premier point, on n'a pas de visibilité sur ces transferts. Deuxièmement, ça ne résout pas la question de l'absence de réponse pour ces 2000 à 3000 jeunes, quand même. Et troisièmement, nous restons encore une fois coincés dans une problématique RH contre RH, où, encore une fois, même si c'est en notre faveur, on reste une variable d'ajustement à la hausse ou à la baisse. Là où nous souhaitons, nous, en tout cas chez CJ, vraiment promouvoir une complémentarité encore, une valeur ajoutée et travailler au mieux ensemble pour le parcours du jeune. Voilà. Et j'en ai fini.